Ici le Mafia Studio, tu écoutes Mafia Talks et on se retrouve en direct du studio. Les fêtes sont passées, il fait froid, on a tous repris le travail, mais au moins les podcasts reprennent. Si tu connais pas Mafia Talks, je te brief, c'est un podcast où on parle des artistes du Sud, des entrepreneurs et des créatifs. On aborde plein de sujets, on essaie de donner des conseils constructifs, de faire un peu d'orientation et de donner de la force aux charbonneurs de notre génération. Donc voilà, maintenant que tu es au courant, on peut commencer. On est accompagné aujourd'hui de Liaz Nail, a.k.a. ta prochaine prothésiste ongulaire. C'est peut-être un peu flou comme concept pour vous, mais justement, on va vous expliquer tout ça. Et cet épisode, il a pour thème, cette fois, la création d'entreprise. On est en plein dedans. Donc on a accueilli des actifs et maintenant, place à une nouvelle entrepreneuse. Lydia, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va très bien et toi ? Ça va bien, merci. Merci d'être venue, merci avec grand plaisir. De me donner un peu ton temps et tout, c'est cool. Tu es donc la créatrice du compte Liaz Nail. Oui, c'est bien ça. Je vous l'épelle pour ceux qui veulent aller voir. Lyazhnails. Ouais, c'est ça. Allez, super. Donc tu as créé ton entreprise et nous on s'est rencontrés parce que j'ai fait mes ongles chez toi. Oui. Et ton parcours il m'avait pas mal marqué, vous allez comprendre pourquoi. Donc tu fais des créations autant sobres que d'autres très extravagantes, des ongles courts jusqu'au XXL. C'est souvent coloré, pimpé, donc tu accessoirises les gens qui viennent te voir. Exactement, tout type de personnes. Génial. J'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots, répéter ton prénom pour les gens qui viennent de zapper l'information, ton âge. Et puis juste d'où tu viens, est-ce que tu es d'ici ? D'accord, alors moi je m'appelle Lydia, j'ai 29 ans et je suis à Montpellier depuis plus de 5 ans à peu près. De base je suis née dans le sud, donc je suis née à Avignon, j'ai fait un petit peu tout le sud, Nîmes, et puis je suis arrivée à Montpellier donc depuis quelques temps et j'exerce mon activité actuellement sur Montpellier et plus exactement à Castelnau-le-Lez. On va pouvoir passer à la partie entretien, donc tout simplement je vais te poser des questions sur un peu le contexte sur lequel je me base pour parler de ce que tu fais. Donc avant, tu travaillais pas du tout dans le monde de l'esthétique, ni des ongles. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait comme études ? Alors moi au départ, donc j'ai eu mon bac assez tard parce que j'étais un petit peu perdue au niveau de mon orientation scolaire. C'était un petit peu compliqué pour moi. Et ensuite, en suivant les conseils de mes parents, donc je me suis orientée vers le droit suite à mon bac que j'ai enfin obtenu. J'ai tout d'abord commencé par la fac de droit. Donc la fac de droit, ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'il y avait un niveau très très élevé, surtout celle de Montpellier. Donc je vous avoue que ça m'a un petit peu découragée sur le coup. Donc j'y suis restée 6 mois et ensuite je suis partie parce que c'est vrai que j'avais un projet, c'était de faire le métier de clerc de notaire, donc assistante de notaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis orientée vers un BTS notariat, comme ça j'étais directement dans le vif du sujet. Et suite à ça, j'ai ensuite effectué une alternance avec mon BTS, donc ce qui m'a fait apprendre le métier. Donc j'ai commencé ma carrière un petit peu comme ça, d'assistante de notaire, en tant que stagiaire, en tant qu'alternante. Et ensuite pour être embauchée en CDI pendant quelques années dans une étude. Ça s'est très bien passé, malgré quelques couacs un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un métier assez difficile. La charge de travail est assez conséquente, et puis surtout à cette époque-là, on manquait beaucoup de personnel, donc on se retrouvait assez dépassé. Et aussi, ce qui m'embêtait un petit peu, c'est que j'adore l'univers du tatouage, j'adore l'univers du style, le streetwear, tout ce qu'il y a autour, etc. Ça se voit en plus, oui. Vous verrez comment elle est belle. Ah, merci. Et donc j'adore ce milieu-là, et c'est vrai que en étant dans le notariat, je pouvais pas forcément être moi-même. Donc j'ai décidé de quitter ce milieu-là après une expérience dans plusieurs études, etc. J'ai quand même fait mon chemin, on va dire, pendant 5-6 ans à peu près. Et c'est vrai que j'avais envie de travailler pour moi, de gagner mon propre argent et de ne pas travailler pour un patron. Et de plus, je voulais utiliser un peu l'art parce que je m'étais privée pendant toutes ces années de faire un métier qui me plaisait. Et moi, ce qui me plaisait à la base, c'était le dessin. Donc si je m'étais écoutée, j'aurais fait les beaux-arts, tout ce qui s'ensuit. Mais bon, et je me suis dit, allez, les ongles, ça peut être un moyen de pouvoir exercer mon art et en même temps de pouvoir être mon propre patron, recevoir mes propres clients, faire mon propre chemin. Et depuis, je vous avoue que je regrette vraiment pas. Et justement, c'est intéressant parce que je me demandais, j'ai plusieurs questions. D'abord, ton BTS, tu l'as fait en école ou en structure publique ? Alors au départ, ça a été en école, mais je me suis retrouvée avec une école qui m'a arnaquée, donc qui délivrait des diplômes qui n'étaient pas du tout agréés. Ça m'a fait très peur au début. Je me suis dit mince, mais je me suis réorientée dans un truc comme ça, c'est pas terrible. Ouais, faites très attention aux écoles aux
écoles que vous intégrez. Vraiment, faites attention, ouais. J'ai vérifié après m'être inscrite et j'étais en mode, ok, heureusement, genre, c'est pas un master, c'est un master, oui. tu vois. Ouais, non, mais c'est ça, exactement. Mais il faut vraiment se renseigner parce que on est en France, on se dit qu'il n'y a pas ce genre de soucis, mais on peut vraiment tomber sur des choses qui sont pas du tout légales et notamment des structures qui se font passer pour des écoles. Et donc, voilà, je m'étais retrouvée un petit peu déçue. Donc, j'ai changé, j'ai pris le CNED, donc c'est une école à distance et ça m'a permis de pouvoir travailler en même temps. Donc, c'était comme une alternance, mais sans être une alternance. J'étais à l'école, à distance, mais voilà, je travaillais à côté. Et de base, tu avais un caractère qui te permettait d'avoir la discipline pour travailler à distance ou tu as dû le travailler ? Alors, j'ai toujours été plus ou moins en cours à distance, surtout quand je passais mon bac. Mais c'est vrai que, demi-maths, c'était pas compliqué, mais c'est vrai que je préférais quand même le côté pratique où je travaillais. C'est là que j'ai le plus appris, vraiment. Et pourquoi t'as pas fait les beaux-arts au début ? Est-ce que, genre, t'as mis du temps à comprendre que c'est ce que tu avais envie de faire ou tu t'es privée de le faire parce qu'il fallait faire des études plus sérieuses ? Je me suis privée de le faire parce qu'il fallait faire des études plus sérieuses, entre guillemets, parce qu'au final, on se rend compte que c'est quand même des études sérieuses. On écoute toujours nos parents, on se dit toujours, ils ont raison. Après, je les accuse pas, hein, mes parents, je les aime de tout mon cœur. Hein, vraiment, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai qu'ils veulent nous protéger. Donc forcément, nous, on les suit et on se dit, d'un côté, je regrette pas de l'avoir fait parce que je sais que j'aurai toujours ça à côté quand même. Donc voilà. Ok. Je regrette pas, mais bon. Je comprends. En vrai, je comprends. Et est-ce que, genre, il y avait aussi peut-être une sorte d'image sociale que tu renvoyais ou ça n'a pas joué dans la balance ? C'est-à-dire parce qu'on nous voit toujours très différemment quand on dit qu'on a fait, imaginons, genre, des études de sociologie, comme j'en ai fait au début. Oui, bien sûr. Forcément, il y a ce côté peut-être un peu plus, genre, t'es littéraire et t'es un peu barré. Oui, on te voit. C'est ça. Et si t'es en droit, en médecine, en commerce, on ne voit pas de la même manière, tu vois. Toi, ça a joué aussi ? Ça a beaucoup joué, oui. Et c'est vrai que auprès de certains membres de ma famille et aussi de certaines personnes qui me connaissaient, du coup, je devenais plus crédible. Parce que j'avais un style un petit peu décalé, j'avais des tatouages, etc. Et quand je disais de suite, je suis assistante de notaire, alors là... C'était, je me transformais en une personne beaucoup plus intégrée dans la société, on va dire. Donc vraiment, tu peux pas être stylée, jolie et être smart et avoir un métier un peu compliqué. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. J'avais vraiment l'image de la fille qui avait rien dans la tête, qui aimait juste les trucs. Divertissant et puis pas intelligent. T'avais déjà le style que t'as aujourd'hui à l'époque ? J'ai toujours eu plutôt ce style. C'est vrai que après je suis passée par le baba cool, le gothique, etc. Mais j'ai toujours eu un style assez décalé, c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai, pour y répondre à ça, effectivement, j'avais envie de m'intégrer un petit peu parce que je me suis toujours sentie un petit peu rejetée. Et le fait de travailler dans ça, je me sentais un petit peu intégrée, on va dire, dans la société. Et quand t'as décidé de lâcher le notariat pour faire les ongles, est-ce que tu as eu peut-être un sentiment de t'as perdu du temps parce qu'au final tu fais quelque chose qui n'a aucun rapport avec tes études ? Est-ce que tu le gardes comme c'était enrichissant et je regrette pas parce que aujourd'hui ça fait de moi la personne que je suis, peut-être au niveau de la discipline, au niveau du sérieux dans ta manière de faire des contrats, ou enfin voilà, dans le monde dans lequel tu es aujourd'hui, ou est-ce que t'as eu peut-être un peu un pincement en mode « Ah, j'ai perdu du temps, j'aurais pu faire ça dès le début ». Alors des fois, on peut pas s'en empêcher forcément quand on se plaît dans un métier et surtout quand on a changé de métier et qu'on s'y plaît, on peut pas s'empêcher de se dire pourquoi je m'y suis pas mise plus tôt. Mais d'un côté, c'est vrai que je regrette pas dans le sens où ça, comme tu dis, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a appris aussi au niveau de l'organisation, puis aussi il y a certaines connaissances que j'ai dans la vente par exemple. Qui peuvent m'apporter aussi des choses dans ma vie si je veux acheter un jour un bien ou quelque chose comme ça, parce qu'on travaille dans les ventes, forcément, dans le notariat, donc ça m'a apporté ce genre de choses aussi. Et puis voilà, au cas où, si un jour les ongles, on n'est pas à l'abri d'une faillite ou que ça ne marche plus, ou que... Ouais, que ce soit moins tendance, que ce soit plus à la mode, qu'on revienne de quelque chose peut-être de très très naturel. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc là, à ce moment-là, j'aurai cette petite... même si j'ai pas forcément envie d'y retourner en premier, mais ça change pas que ça me dérangerait pas si jamais j'ai un souci et que je suis contente d'être passée par ce chemin-là. Ouais, c'est quand même quelque chose qui t'a vraiment plu. Ouais, et puis ça m'a redonné un petit peu confiance en moi quand même, un minimum. Ouais, en vrai, je comprends. Ouais, parce qu'on vraiment t'estime quand même dans ce milieu-là, quand les clients viennent te poser des questions et tout, et que tu sais y répondre, c'est vrai que sur le coup, tu as confiance en toi parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, je dis pas que, par exemple, ce que je fais aujourd'hui n'est pas compliqué, évidemment que non, mais c'est vrai que ce côté-là, un petit peu de société, les choses sérieuses, et de pouvoir travailler dans ça, ça me donnait un petit peu plus confiance en moi. En fait, le métier de prothésiste ongulaire, il est compliqué d'une manière complètement différente. C'est ça, exactement. En fait, c'est pas du tout les mêmes problématiques. C'est pas les mêmes problématiques, c'est ça.
J'allais te demander, justement, ça me permet de faire un pont entre les deux. Est-ce que tu sens que le regard des gens a changé quand tu es devenue prothésiste ongulaire? C'est-à-dire que les clichés qu'on en a, personnellement, je ne trouve plus du tout parce que j'ai toujours discuté avec mes PO. Oui, PO maintenant, pour prothésiste ongulaire, pour ceux que je suis en train de perdre. PO ou nail artist, ça fonctionne aussi. C'est ça, nail artist, ça peut fonctionner aussi, effectivement. Donc voilà, c'est les termes, en tout cas, c'est comme ça qu'on vous appelle. Et donc, avant de faire mes ongles, j'étais un peu en mode, comme beaucoup de gens, je pense, c'est un peu la solution de... C'est un métier facile. En fait, c'est vrai que, par exemple, mon premier truc, ça a été, c'est un métier facile et c'est un métier hyper accessible et genre, tu sais pas quoi faire et t'as envie de faire des thunes. Voilà, genre, tu peux devenir nail artist. Aujourd'hui, j'ai complètement déconstruit cette image, mais est-ce que c'est quelque chose que t'as senti dans le regard des gens, dans les conversations que t'as pu avoir, parce que c'est un métier où Dieu sait que t'as grave des confessions. Les PO parlent trop, c'est nos psys. Les story time, tout ce qu'il y a avec, Mais tu dois avoir tellement de petits secrets, ça doit être incroyable. Ah, mais totalement. Ah oui. Non, mais c'est vrai que déjà au niveau de ma famille, on va dire... bon, après, c'est vrai qu'il y a ce côté chef d'entreprise quand même qui fait que on te voit, on se dit, bon, elle a quand même quelque chose à vendre. Mais d'un autre côté, c'est vrai que souvent, t'es pris comme une fille un petit peu sans cervelle. Ça va être très simple de faire des ongles, de dessiner, etc. Alors que... C'est le côté superficiel, en fait, qui m'a amené à cette réflexion au tout début. C'est le côté... les ongles, les cils, le maquillage permanent. Enfin, tout va ensemble alors que ça n'a aucun rapport. Bah ça, je le comprends parce que c'est vrai que, je suis désolée de le dire, mais actuellement, il y a beaucoup de gens j'accuse pas les gens qui se lancent, mais ils se lancent juste pour gagner de l'argent et se dire que ça va être facile, sans fond, sans passion. Et je trouve ça dommage et c'est ces gens-là qui entachent un petit peu. Et sans formation aussi. Et je vois aussi des pubs, des fois, sur Instagram. Oui, métier facile, gagner de l'argent facile, apprenez le métier de prothésiste ongulaire. Je trouve que c'est assez réducteur au niveau de notre métier. Quand tu fais ça, vraiment, tu fais ça sérieusement. Vraiment, vraiment. Ou encore les vidéos TikTok où on voit des filles faire leur propre pose américaine. Bon, ça, c'est vrai, je comprends, mais... Toujours à dire, si vous voulez pas payer, faites ça chez vous. Mais en gros, ça descend un petit peu tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on effectue sur nos clientes. Donc, après, c'est ces choses-là aussi qui me dérangent un petit peu. Je pense que c'est du contenu qui est très mis en avant. Mais honnêtement, rien que dans mon entourage, je connais personne qui a eu la foi de faire ses ongles toute seule. Et au final, bien sûr. On va vers des PO parce que vous faites un travail, en tout cas pour celles qu'on va voir et qui on a des bonnes expériences comme toi. On sait que... Rien que quand je vois la préparation que tu fais, y a vraiment des formations très sérieuses. J'ai même été un jour en institut parce que ça me permettait d'avoir une pause gratuite et que j'avais pas les moyens à ce moment-là. Et la formation était folle. Elles étaient 2 sur chaque main. Et elles ont recommencé 2 à 3 fois mes ongles pour qu'il y ait un résultat parfait. Mais quand je dis parfait, c'est en termes de sécurité. En fait, c'est ça. Il y a vraiment des normes d'hygiène qui sont hyper importantes. Ouais. Et puis pour que ça tienne aussi, parce que tu dépenses de l'argent, la cliente dépense de l'argent, donc il faut qu'un minimum que ça tienne, que sa pose ne lui fasse pas, qu'elle n'ait pas de problème suite à sa pose d'ongles. Donc il y a des règles d'hygiène, tout ce qu'il y a autour. Donc le faire soi-même chez soi, c'est vrai que ça fait des économies, mais il y a des dangers quand même derrière. Surtout quand elles utilisent leur ponceuse et qu'elles n'ont aucune formation derrière. Voilà. C'est le petit moment prévention. Exactement. Et aussi histoire de mettre aussi plus de contexte sur le métier en lui-même. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu maintenant du côté plus professionnel et plus structuré, du côté plus légal en fait de la chose, dans le sens où c'est une création d'activité. Exactement. Aujourd'hui, tu es auto-entrepreneuse. Oui, c'est ça. Donc micro-entreprise, surtout. J'ai le statut de micro-entreprise. C'est ça, exactement. Est-ce que tu sais ce qui change entre la micro-entreprise et l'entreprise tout court ? Déjà, je crois que la micro-entreprise peut bénéficier de l'ACRE. Donc, c'est l'aide qu'on a avec l'URSSAF qui nous permet pendant 1 an à peu près de ne pas payer de charges. Et je crois qu'ils nous donnent aussi une aide à côté, mais ça, pour l'instant, j'ai pas de réponse. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'au niveau de mes charges, par exemple, là, la première année, je dois rien, quoi. Donc, voilà. Ou j'ai une réduction peut-être plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, je touche du bois, je n'ai rien. Donc, voilà. Est-ce que les démarches sont longues ? Parce que là, tu dis que par exemple, t'as pas encore cette aide. Si je l'ai, mais je sais pas vraiment comment ça va se dérouler à l'avenir. Okay. C'est vrai que ça, par contre, je me suis pas encore bien renseignée parce que je suis sur ma première année. J'ai énormément de choses à faire à côté, donc c'est vrai que tant que déjà j'ai une aide par rapport à mes charges, c'est ce qui m'a intéressée. Et après, voir comment ça va se passer avec eux. Éventuellement, si j'ai d'autres aides. Moi, ma mère m'a dit qu'elle avait reçu 5 000 € par exemple, donc ce qui peut aider éventuellement pour un local.
ce que j'aimerais beaucoup. Donc voilà, à voir comment ça va se passer un petit peu plus tard. Ok, donc c'est bon à savoir sur la première année, la micro-entreprise est sans charge et peut-être aidée donc. Oui, voilà, c'est ça, ou réduction de charge aussi. Réduction de charge, d'accord. Mais c'est vrai que pour l'instant, moi, ils m'ont rien demandé parce que je gagne pas beaucoup. Donc forcément, il n'y a pas grand-chose au niveau pourcentage. Mais voilà, normalement, on a des réductions, soit on est exonéré aussi, donc voilà. Ok, très bien. On va passer outre les conseils de rookie parce que j'ai beaucoup de questions sur plus l'aspect, encore une fois, technique et financier. Oui, bien sûr. J'aimerais bien savoir, premièrement, si tu as eu un cadre familial qui t'a poussé à l'entrepreneuriat ou est-ce que tu as des entrepreneurs, en tout cas des gens qui ont cette dynamique de créer, de se lancer seul et tout. Est-ce que tu as eu des modèles ou est-ce que c'est vraiment venu suite à une réflexion autour de ce qui te plaisait, des ongles et... Ouais, alors j'ai eu un modèle, oui, effectivement. Je passe un petit message à Carla, si jamais elle m'entend. En fait, c'était ma collègue avec qui je travaillais dans une office notariale. Et en fait, cette fille-là faisait en même temps des ongles et aussi donc des vidéos YouTube. Elle offrait des formations, etc. Vraiment, cette fille, elle est très, très inspirante. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup inspirée. Des fois, on peut être jaloux, on peut se dire, mais non, moi, vraiment, j'ai trouvé ça hyper inspirant. Et du coup, j'ai suivi un petit peu son exemple parce que j'ai vu qu'on pouvait du coup faire quelque chose à côté de notre métier qu'on faisait déjà et peut-être éventuellement avoir une porte de sortie. Mais la vie a fait que j'avais quitté le notariat et du coup, j'ai ouvert mon entreprise. Donc, j'avais que ça à faire, quoi. Mais c'est vrai que c'était elle, mon modèle. C'est vraiment cette fille que j'ai suivie. Ok, et t'as pu un peu lui poser des questions ou ça a juste été un modèle et puis toi derrière t'as fait tes je pouvais lui poser des questions, même des fois sur certaines astuces, quand elle me faisait les ongles, sa manière de mener son entreprise aussi, etc. Comment elle s'est déclarée, si elle a des petits conseils à me donner, quelle forme d'entreprise je dois adopter. Enfin voilà, non, quand même, elle m'a donné beaucoup de conseils. Ok. Et financièrement, quand t'as commencé... Parce que c'est toujours la question qu'on se pose et que moi, je me pose à chaque fois. J'aime bien savoir, en fonction des différents profils, il y a des gens qui font des prêts, il y a des gens qui avaient mis de côté de fou pour ça, il y a des gens qui partent de rien du tout. Toi, ça s'est passé comment ? Alors moi, c'est un petit peu en freestyle parce que moi, je suis comme ça. Dans la vie, quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir et même si j'ai rien à disposition. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je venais de quitter mon métier, j'avais plus grand-chose dans mes poches, c'était un peu compliqué. Et c'est vrai que j'ai utilisé une petite technique, j'ai demandé à ma banque un petit découvert de 800 €, on va dire. Petit découvert. Un petit découvert. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir acheter donc mon premier matériel, on va dire, pour commencer à m'entraîner. Et puis à suivre mes formations aussi. Ça m'a permis aussi de payer la formation que j'ai suivie ensuite de base, donc ce qui m'a permis d'exercer par la suite. Donc voilà, je suis partie vraiment sur une petite somme, on va dire en tout 800 €. Et petit à petit, à force de recevoir des clientes, une petite aide extérieure, un petit moment je suis partie aussi à la Réunion travailler, ça m'a fait gagner un petit peu plus de sous pour pouvoir encore investir. Mais en tout cas, vraiment le conseil que je donnerais à ce niveau-là, c'est il faut jamais hésiter à investir parce qu'il faut se dire que ça va nous rapporter de l'argent quoi qu'il arrive. Donc il faut vraiment jamais hésiter et même si on retrouve les poches vides, il y a quand même toujours un petit peu des solutions, soit avec sa banque, soit avec un conseiller Pôle emploi. Il y a toujours des solutions en tout cas pour se lancer, mais tant qu'on a l'envie, on peut y arriver. Et il y a toujours des gens pour donner des conseils aussi, justement. Exactement, toujours des gens à qui on peut... Faut chercher un peu, mais... C'est ça, faut gratter un peu parce que c'est vrai que les auto-entrepreneurs... C'est vrai que je parle de Pôle emploi, mais bon, c'est vrai que des fois, ils ont une certaine retenue par rapport aux auto-entrepreneurs. Pardon. Oui, on n'est pas connu pour être un pays qui favorise l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat tout court. Ouais. Faut passer par quelques étapes il y a quelques bâtons dans les roues quand même, quoi. Enfin, un petit peu, oui. C'est pas facilité. C'est ça, c'est surtout que voilà, ils peuvent faire l'effort de nous aider et on voit qu'ils se stoppent à un certain moment, peut-être parce qu'ils ont des directives, on ne sait pas, mais voilà, malheureusement, on ne peut pas trop compter sur certaines structures. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te rémunérer ? Est-ce que tu arrives à vivre de ça ? Ou est-ce que tu as encore soit besoin des fois un peu d'aide, que ce soit de l'État, de famille, ou est-ce que tu arrives à être à 100% autonome ? Alors par contre, je critique Pôle emploi, mais il y a un petit avantage quand même, c'est qu'on peut garder notre chômage pendant qu'on commence notre entreprise. Donc pour l'instant, heureusement que j'ai un petit peu mon chômage.
Mais voilà, je commençais un petit peu quand même à gagner un peu ma vie avec ça. Ça commence, on va dire. Ça commence à être plus stable, Voilà, à à être plus s'alimenter. stable. Parce qu'au début, c'est vrai que c'est assez irrégulier. Et effectivement, on commence un petit peu comme ça. On est jeté par notre formatrice dans le monde par des ongles. On accueille nos clientes, etc. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Au début, c'est très compliqué pour nous. Et après, au fur et à mesure qu'on fait des progrès, plus on gagne de clientes et plus on gagne d'argent. Et voilà, c'est vraiment évolutif. En fait, ça évolue. Il faut jamais perdre espoir, en tout cas. Et est-ce que tu es plus sur un type de clientèle qui est fidèle et donc qui est plus restreint, mais qui vient souvent? Oui. Ou est-ce que tu es plus sur beaucoup de nouvelles clients peut-être? Alors moi, j'aime vraiment, je n'ai pas de préférence. J'aime bien aussi rencontrer de nouvelles clientes. Si elles viennent juste pour faire leur petite pause, pour se faire plaisir, moi, ça me fait plaisir aussi. Qu'elles s'accordent un petit moment de soins. Ou des fois, il y en a qui viennent, des aides-soignantes, qui peuvent pas se faire les ongles tous les jours et qui du coup viennent pendant leur congé et ça leur fait plaisir. Non, vraiment, moi, c'est tout type de clientèle qui me va très bien. Puis au fur et à mesure, on a celles qui sont assez régulières et on a les nouvelles aussi qui viennent par-dessus. Donc c'est plutôt régulier en général. Ok. Est-ce que tu pourrais nous énumérer les plus grosses étapes que tu as dû traverser pour créer ton entreprise officiellement? Quand on veut créer son entreprise, toi, t'es passé par quelles étapes? Parce qu'il y a tellement de parcours qu'il y a plein de gens qui le font différemment. Ouais. Toi, ça s'est passé comment en quelques phrases? Est-ce qu'il y a une démarche où juste tu vas sur la plateforme du gouvernement et tu c'est par crées rapport ton entreprise? D'accord. Ouais, c'est aux à ce formalités niveau-là. que tu Oui, veux dire. tout à fait. Alors oui, moi au départ, mon réflexe a été de taper tout simplement création d'entreprise sur Google. Donc j'ai regardé un petit peu. On a le site de l'URSSAF sur lequel on peut faire ses démarches. Mais en fait, c'est vrai que le souci, il faut être assez précis sur tout ce qu'on envoie parce que les greffes nous renvoient les papiers et ensuite il faut modifier. Et si ça va pas, ils nous renvoient. C'est assez compliqué. Donc, c'est beaucoup d'allers-retours. Beaucoup d'allers-retours et on met un petit moment avant d'obtenir son numéro SIRET. Enfin, c'est vraiment des. Après, on peut s'aider avec certains. C'est-à-dire sur Internet, on a des sites de personnes qui nous aident. Par exemple, il y a le site, je crois, Abi, qui peut nous aider à faire toutes les démarches, etc. Tu l'écris comment? Alors, Abi, c'est A2BY. Et franchement, j'ai trouvé ce site top. Vraiment, ils sont à disposition. Si tu as des questions, ils sont là pour ça. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'ai préféré le faire avec mes parents. À un moment, ils sont venus m'aider. On est passé par la voie gratuite, on va dire, entre guillemets. Mais il faut savoir qu'il y a ces sites-là qui peuvent aider aussi les nouveaux auto-entrepreneurs à créer leurs entreprises plus facilement. Ok. Est-ce que tu as trouvé que peut-être le lexique, quand tu veux créer ton entreprise, est-ce que tu l'as trouvé accessible? Toi qui sûrement avais déjà un lexique plus développé que la moyenne oui, déjà, au niveau des démarches, parce que forcément dans le notariat, je pense que... Il y a des démarches de société, ouais. Voilà, tu as dû acquérir pas mal de vocabulaire, il y a tout un glossaire et tout que tu devais avoir. Est-ce que tu penses pour quelqu'un qui n'est pas passé par le métier que tu as fait, donc l'assistance notaire, est-ce que tu penses que c'est plus compliqué au niveau de la compréhension des documents et tout? Alors je pense que oui, c'est quand même assez compliqué parce que même moi, ayant cette expérience-là, je t'avoue que j'ai eu un petit peu des soucis à comprendre, surtout au niveau de certains papiers, à comprendre pourquoi on doit faire ça. Et c'est vrai que sur le site, on n'a pas forcément... on peut les contacter pour avoir des questions, mais le mieux, ce serait d'avoir quelqu'un en direct qui nous renseigne. Voilà. Après, je sais que, par exemple, mon père, quand il a créé son entreprise, il a pu avoir une aide qui s'appelle Active Projet. Et c'est avec le CIO, je crois, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est un établissement de conseil par rapport à l'orientation professionnelle. Et je crois qu'ils peuvent t'orienter par rapport à ça. Mais c'est vrai que, voilà, au niveau des conseils, c'était assez compliqué. J'ai une dernière petite question. Oui. J'aimerais bien savoir si, quand tu t'es lancée, tu as eu peur de l'échec. Oui, bien sûr, totalement. J'ai eu super peur. Mais d'un côté, c'est vrai que moi, ce qui m'a donné confiance, vraiment au métier que j'allais faire, c'était les réseaux sociaux. Je trouve que vraiment Instagram, ça a permis à beaucoup d'auto-entrepreneurs de pouvoir faire leur pub, montrer ce qu'ils font, exposer avec des photos, que les clients puissent voir, etc. Et que ça a créé un contact. Et vraiment, les réseaux sociaux, étant donné que j'avais une petite connaissance là-dedans, c'est vrai que j'étais rassurée par rapport à ça. Donc en soi, je savais au fond de moi que je pouvais faire en sorte que ça marche. De toute façon, il faut croire en soi. Hein. C'est le plus gros conseil que je peux donner.
Et il faut jamais lâcher surtout. Sur ces belles paroles, on arrive à la fin de ce podcast, de cette émission. Moi, j'ai passé un très bon moment. Moi aussi, écoute, c'était super. Vraiment, je te remercie pour toutes tes réponses. C'était hyper intéressant, c'était très clair. Écoute, merci à toi. Donc, on te souhaite quoi pour l'avenir ? Écoute, d'ouvrir mon local le plus vite possible, hein, c'est ce que j'espère, parce que exercer à domicile, c'est certes très bien, mais quand on a son petit local, c'est vraiment incroyable. Ouais, et puis en vrai, même le plaisir de tout décorer. Exactement, c'est ça. Trop bien. Ouais. Donc, quant à moi et à ceux qui nous écoutent, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour découvrir encore plein de talents comme Lydia et plein de parcours différents. Je vous remercie d'avoir écouté. C'était Lydia et Yuna. Bisous, ciao. Bisous.